Bonsoir à toutes et à tous, collègues, membres du barreau, membres du public. Bienvenue à cette toute première rencontre virtuelle tenue dans le cadre du Salon Vise droit, organisé par le barreau de Montréal. Mon nom est Joey Hanna, je suis avocat à l'aide juridique de Montréal et animateur du salon. Pour certaines d'entre nous, l'année 2020 a été marquée par la maladie, pour d'autres par l'incertitude et pour la plupart d'entre nous par la distanciation physique. Cela étant dit, s'il y a bien une chose ou un élément que l'année 2020 a amené pour nous tous, sans exception, c'est du changement. Changement dans nos habitudes de vie, dans nos routines, dans nos façons de faire, dans nos activités alouettes. Le système de justice n'a pas été imperméable à ce changement-là. Lui qui a fait un réel 180 degrés dans les derniers mois afin de s'adapter à la nouvelle réalité induite par la pandémie de COVID-19. En entrevue avec la presse, notre invité, que je vais vous présenter tout de suite, disait, je cite, « Pour continuer à livrer notre mission essentielle, il faut faire les choses différemment. » Si vous ne l'aviez pas déjà deviné, le changement dont il est question ici, c'est la transformation numérique que le système de justice a entrepris et qu'il entreprend toujours d'ailleurs. C'est dans ce contexte de changement que nous avons décidé de marquer en grand le premier entretien virtuel tenu dans le cadre du Salon Vise droit, en lançant une invitation à nul autre qu'au magistrat qui a présidé le tout premier procès 100% virtuel au Québec le 26 mars 2020, soit moins de 2 semaines après le début de la pandémie. À cette invitation, l'honorable juge Clément Sanson a répondu présent avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est un honneur pour moi de l'accueillir ce soir avec nous. Monsieur le juge Sanson, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Vous? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Avant de débuter notre entretien, permettez-moi de vous présenter très brièvement pour nos auditeurs et auditrices. Mais avant toute chose, laissez-moi juste... On me dit qu'il y avait un retour de micro, un retour de son, en espérant que ça soit réglé. Est-ce que c'est votre cas, M. le juge? Est-ce qu'il y a un retour de votre côté? Moi, je n'entends rien. Très bien. Alors, espérons que ça soit le cas pour l'ensemble des auditeurs et auditrices. Alors, je vous présente notre invité, messieurs, dames, l'honorable Clément Sanson, qui est juge à la Cour supérieure du Québec depuis 2011. Monsieur le juge Sanson pilote le comité de la sécurité informatique de la magistrature québécoise et il travaille activement avec le ministère de la Justice et divers intervenants sur le vaste chantier de la transformation numérique de notre système de justice. Monsieur le juge Sanson a d'ailleurs travaillé d'arrache-pied et vous allez pouvoir en témoigner, monsieur le juge, dans les derniers mois pour aider et enseigner à ses collègues juges la mise à niveau nécessaire pour utiliser les nouveaux outils technologiques actuellement en place. Je lisais sur Twitter plus tôt aujourd'hui qu'une journaliste de Radio-Canada vous avait qualifié de technojuge vu votre intérêt pour les nouvelles technologies. C'est d'ailleurs cet intérêt qui vous a mené à rendre visite aux magistrats anglais en Grande-Bretagne, tout juste avant la pandémie, pour pouvoir témoigner du virage numérique de la justice anglaise. Alors, il est ici ce soir pour nous parler de tout cela et bien plus. Alors, monsieur le juge Sanson, je vous renouvelle mes remerciements et mes mots de bienvenue. Merci d'être avec nous encore une fois. C'est un plaisir. Notre entretien sera d'une durée d'environ approximativement 45 minutes et il sera suivi par une période de questions, dis-je. Alors, je vous invite, là, chers auditeurs, chères auditrices, que vous soyez membres du barreau ou membres du public, à poser vos questions à M. le juge dans la section questions et réponses et on va les traiter là, en bloc à la toute fin. Alors, sans plus attendre, M. le juge, est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée de jeu pour celles et ceux là, qui sont moins familières avec la Cour supérieure, qu'est-ce que ça fait un juge à la Cour supérieure? Bien, un juge à la Cour supérieure occupe tout le champ qui est réservé à la Cour supérieure, qui est fort large. La Cour supérieure est un tribunal de droit commun, c'est-à-dire c'est le tribunal devant lequel tout citoyen du Québec peut s'adresser, hormis les autres tribunaux pour lesquels il y a des lois spécifiques. Mais quand il n'y a pas de loi spécifique ou quand
la loi reconnaît à la Cour supérieure la juridiction. La Cour supérieure occupe un très vaste champ de compétences. Je peux vous donner quelques exemples. Bon, en matière familiale, les gardes d'enfants, pensions alimentaires, en matière de divorce. On pense aux criminels, ben, c'est tous les procès, notamment les procès devant jury, ceux qui font couler beaucoup d'encre. Que ce soit en matière commerciale, c'est tous les dossiers que vous pouvez souvent lire dans les médias. Bien souvent, ça origine de la Cour supérieure. Donc, la Cour supérieure, c'est une porte d'entrée au système de justice pour tous ceux qui n'ont pas de porte qui leur sont réservées devant d'autres tribunaux, que ce soit la Cour du Québec ou des tribunaux administratifs. Mais au final, la Cour supérieure est également en révision, en contrôle judiciaire de tous les autres tribunaux. Et donc, non, on a un très vaste choix, une très vaste gamme de compétences. Effectivement, une très vaste juridiction, effectivement. Et votre quotidien en tant que juge à la Cour supérieure, encore une fois, pour celles et ceux qui sont à l'écoute et qui sont curieux d'en savoir davantage, est-ce que vous entendez des causes à tous les jours? Comment ça fonctionne? Pratico-pratique, c'est une journée de banc équivaut à une journée de délibéré. Si j'avais à faire une figure de style, c'est-à-dire qu'on entend la cause durant toute la journée, ou on peut en entendre plus d'une dans une journée. Et bien souvent, on a à peu près l'équivalent en délibéré parce que si on ne rend pas notre jugement sur le banc, ce qui est souvent le cas, on écrit des jugements et ce sont des documents publics. Donc, on doit se fonder sur la jurisprudence de la Cour d'appel du Québec, de la Cour suprême du Canada, et on doit analyser les faits qui nous ont été présentés et tirer les conclusions. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de concentration sur le banc, de l'ouverture pour les gens qui viennent devant nous. On est bien conscient que pour plusieurs, c'est la première fois que les gens se présentent devant un juge et c'est peut-être la dernière fois qu'ils en verront un, faisant en sorte qu'il faut que pour eux, l'expérience soit correcte, je ne dirais pas heureuse, parce que bien souvent, une personne, un gagne, l'autre perd, ou encore on ne gagne pas tout à fait, puis on ne perd pas tout à fait, mais il en demeure pas moins qu'il faut que au final, les gens aient l'impression, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient convaincus qu'ils ont été entendus, là, qu'ils aient l'impression d'avoir dit ce qu'ils avaient à dire et que le juge les a écoutés. Donc, c'est un travail de juge, là, ça a l'air passif, hein? On nous voit toujours assis, mais je veux vous dire, entre les deux oreilles, ça travaille. Et puis, quand on ne nous voit pas, ben là, on travaille. Puis en plus, on doit suivre des formations de façon constante. Donc, Donc, un travail actif. on a un bon travail. Oui, effectivement, j'ose croire. Et tantôt, vous avez dit entendre des causes. Justement, vous entendez des causes dans quel district précisément? Moi, je suis rattaché au district d'appel de Québec. La province est divisée en deux. Mon bureau est basé au Palais de justice de Québec, mais les juges de Québec, on est des pigeons voyageurs. On vit dans nos valises. Oublions la pandémie, là. Avant la pandémie, je vivais au moins une semaine par mois dans mes valises, que ce soit en Gaspésie, en Abitibi, sur la Côte-Nord, au Lac-Saint-Jean. J'étais aussi gestionnaire du district judiciaire de Victoriaville, là, du district d'Arthabasca, jusqu'à la pandémie. Quand est arrivée la pandémie, bien, là, on va en parler tout à l'heure, ce que j'ai eu à faire, mais c'est ça. Donc, un bureau à un endroit, mais on est appelé à voyager beaucoup. Vous êtes mobile. Mais là, justement, Monsieur le juge, parlons-en de la pandémie, ou du moins sautons dans le vif du sujet.
Et je l'ai évoqué en introduction, vous avez été le premier juge au Québec à présider un procès 100% virtuel. À ce moment-là, je veux dire, est-ce que vous étiez en salle d'audience? Est-ce que vous étiez donc de chez vous? Oui, j'étais chez moi comme je le suis ce soir. Donc, la petite histoire est la suivante. La pandémie, on se rappellera, aux alentours du 15 mars, il y a eu le décret, mais déjà quelques jours avant, on sentait que la soupe était très chaude hein, au Québec. Il y avait déjà beaucoup de signaux qui disaient qu'on allait, comme dans d'autres pays, se retrouver en confinement. Bon. Et donc, la Cour a dû réagir rapidement parce que nous n'avions pas les outils pour faire face à la pandémie. Donc, je me souviens encore, je vais vous dire, ça frappe l'imagination, mais quand le juge en chef, ou dans mon cas, c'est moi, la juge en chef associée qui est basée à Québec, l'honorable Catherine Larosa, quand elle entre dans mon bureau, puis elle me dit, Clément, on a un problème, la pandémie s'en vient, on risque de vivre le confinement comme dans d'autres pays, tu vas devenir responsable du comité de crise de la Cour supérieure, trouve-nous une solution. C'est à peu près, c'était peut-être plus poli que ça, mais ça ressemblait grosso modo à ça. Et donc, on a mis en place un comité provincial de 10 personnes, dont 8 juges de la Cour supérieure, 7 juges plutôt de la Cour supérieure, d'un peu partout, Gatineau, Amos, Québec, Montréal, Rimouski, Shawinigan. Donc, on a eu des gens d'un peu partout, puis là, on a choisi un peu là, les juges qui étaient les plus habitués à la technologie, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et là, il ne fallait pas que le système de justice tombe en panne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est intéressant, c'est Winston Churchill avait demandé à ses conseillers est-ce que le système de justice, pendant que Londres était bombardé, est-ce que le système de justice fonctionne? Il s'était fait répondre oui, oui, Monsieur le Premier ministre, le système fonctionne. Et il avait à ce moment-là répondu que le royaume était en bonne santé. Donc, on était un peu dans la même situation que Churchill en mars 2020, où on s'est retrouvé avec un risque de perte de la capacité de rendre justice. Et là-dessus, je dois lever mon chapeau à tous les fonctionnaires du ministère de la Justice, tout le personnel du ministère de la Justice qui a relevé ses manches de façon incroyable. Donc, on a travaillé d'arrache-pied les soirs. Écoutez, ma journée commençait à 6 heures le matin pour finir à 10 heures le soir. Incroyable. On était en mode, pas panique, mais en mode urgence. Et là, il fallait trouver des solutions. Et donc, on s'est attelé à trouver des solutions technologiques pour tenir des audiences à distance. Puis je vous dirais que j'imagine que dans bien d'autres pays, ils se sont retrouvés dans la même situation que nous, où il ne fallait pas que le système de justice tombe en panne. Ça a l'air, on sait que le système de santé ne doit pas tomber en panne, mais un système de justice qui tombe en panne, ça peut être inquiétant, puis surtout pour un tribunal comme la Cour supérieure, qui est le tribunal de droit commun au Québec. Tout à fait. Puis ça m'amène à vous poser une question. Est-ce qu'à ce moment-là, quand Mme la juge Larosa vient dans votre bureau, est-ce que vous pensez que c'est comment dire, une solution ou une solution pour dépanner que vous devez trouver? Est-ce que c'est une solution temporaire ou vous voyez arriver là, le tsunami ou le virage qu'on doit faire à ce moment-là? Oui, bien, je vous donne un exemple. Le mandat que nous avions était triple. Il fallait permettre aux juges de travailler à distance de chez eux, en prenant pour acquis que pour conserver la bulle, pour éviter. Puis en plus, il ne faut pas que les juges, entre guillemets, attrapent la COVID. Ça a l'air drôle à dire parce que nous, on n'est pas remplaçable. C'est-à-dire une personne dans un métier est remplaçable, mais nous, on tombe malade. Il n'y a pas de poste de juge. Tu ne peux pas nommer un juge pour 2 semaines. Donc, il fallait assurer la sécurité des juges. Donc, les juges étaient pour la très, très, très grande majorité invités à demeurer chez eux. Et donc,
il fallait les équiper à distance. Donc, on avait déjà des équipements, des ordinateurs, on avait un VPN qui nous permettait de communiquer à distance avec les disques durs sur lesquels on loge nos projets de jugement. Mais juste pour vous dire, le système VPN à ce moment-là du ministère était bon pour 300 ou 400 personnes, mais on était 5000. Donc, les fonctionnaires du ministère, les 700 ou 800 juges au Québec, leurs adjoints, tout le monde est à distance. Donc, le système n'a pas suffi à la tâche. Il a fallu doubler les équipements, tripler les équipements. Après ça, bon, les faire travailler à distance, leur installer, ceux qu'ils voulaient, là, installer même des équipements de reconnaissance vocale, parce que les juges ne sont pas tous à l'aise. Je vous dirais même qu'une majorité n'est pas à l'aise avec une fine technologie pour, par exemple, faire des jugements. Moi, je tape mes jugements, je dicte mes jugements directement à la machine et elle écrit le jugement. Mais ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Donc, il a fallu faire une opération, parlons pour la Cour supérieure, pour les 200 juges de la Cour supérieure, une opération monstre de coordination avec le ministère, avec les juges. Donc, le premier mandat, je reviens, le premier mandat, c'était de les faire travailler à distance, mais le deuxième, c'est de leur faire tenir des audiences à distance de chez eux, ce que personne n'avait fait. Et la troisième, c'était de faire de la formation. Donc, la formation sur comment travailler à distance et comment faire des audiences à distance. Et donc, tout ça m'amène à vous raconter la petite histoire de la première audience virtuelle au Québec. Ben, écoutez, il fallait un cobaye. Ben, je me suis désigné comme cobaye pour tester le système parce que là, le ministère dit, écoutez, on a quelques systèmes, mais on a surtout le système qui fonctionne actuellement dans les salles d'audience quand parfois, à cette époque-là, on disait parfois, on avait un témoin à distance qu'on voulait faire entendre, ça nous arrivait d'utiliser des équipements de visioconférence, mais jamais pour permettre à un juge de faire de chez lui une audience. Donc, c'est ce système-là qu'on a fait éclater avec des tentacules. Autant c'était un lien, et là, c'est devenu une pieuvre avec autant de connexions possibles pour faire des audiences, parce que des audiences, ce n'est pas toujours un avocat et un autre avocat. Des fois, ça peut être 20 avocats avec 20 parties différentes. Donc, des parties qui se représentent seuls aussi. Et des gens qui se représentent seuls aussi. Il fallait que d'abord, le premier critère, il fallait que le système soit sécuritaire. Deuxièmement, il fallait qu'il soit efficace, facile d'usage, puis qu'on puisse encadrer une audience parce que l'audience aurait l'air de ce que l'on fait actuellement. Une audience virtuelle ressemble un peu à ça, mais avec plusieurs écrans d'ouvert. Donc là, il faut, bon, comment on gère le décorum dans une salle d'audience? Comment la greffière de chez elle peut-elle enregistrer une audience et que ce soit un enregistrement valable? Dans nos salles d'audience, les 430 salles d'audience à travers le Québec, on a des équipements d'enregistrement où tout est automatisé, c'est bien fait. Mais là, on est à distance. On n'a plus les micros des salles d'audience, on n'a plus les équipements des salles d'audience. Donc là, le ministère nous a fourni, en l'espace de quelques semaines, des ordinateurs portables que les adjointes pouvaient amener chez elles pour participer à une audience à distance et enregistrer à distance. Écoutez, c'est pas compliqué, on s'est servi du système d'enregistrement des procès qui se font dans le Grand Nord québécois. Donc, ce sont ces équipements-là qui sont mobiles. Donc, ce sont des ordinateurs. Il y en avait peut-être, je ne sais pas, 5 ou 6. Mais là, on s'est retrouvé avec des centaines d'ordinateurs équipés avec cet équipement d'enregistrement sur le disque dur de l'ordinateur, mais là, avec des pilotes qui nous branchaient sur la salle d'audience
virtuelle où on avait des codes à composer. C'était une expérience Ben, de notre système j'imagine. de justice extraordinaire. Donc là, on est le 26 mars, là, Oui, Monsieur le juge Sanson, vous êtes de chez vous, vous êtes tout oui. branché et là, c'est une cause qui En est dans matière votre famille. familiale, je vais vous D'accord? dire, juste de trouver une cause, ça a été quelque chose. Parce que, C'est-à-dire de trouver des avocats qui ben étaient oui, disponibles c'est ou ça exactement, parce que la première cause, c'est de dire, est-ce qu'il y en a qui veulent tester un système de justice qui n'existe pas jusqu'ici et puis on ne pouvait pas leur donner des cours. Il y avait 3 avocats, en l'occurrence, en matière familiale. Donc, c'est un dossier qui a été identifié à Trois-Rivières où on a demandé aux avocats, êtes-vous disponible pour faire la première audience virtuelle? Oui, mais on fait ça comment? Ben, il dit, on va. Puis moi, j'avais composé un petit courriel en disant, voici comment vous allez vous brancher, puis voici comment ça va fonctionner. On a inventé le, le, le processus, je l'ai inventé un petit peu sur le coin de la table en disant, on va tester quelque chose. Ben, je vous dirais que ça a été une expérience extraordinaire, wow. extraordinaire pour moi, en ce sens que voilà des gens qui sont chacun chez eux, dans leur salon, une question de garde d'enfants, et les gens qui sont branchés avec leurs écouteurs puis leur téléphone cellulaire devant eux et qui participent à un nouveau type d'audience virtuelle. Et puis, les avocats également, qui étaient bon, je les sentais inquiets, là, ils ne me l'ont pas dit, mais je les sentais très inquiets en disant, Monsieur le juge, comment on va faire ça? Regardez, on va tous apprendre à faire ça ensemble parce que moi, je ne le sais pas, vous ne le savez pas, mais on va s'organiser pour que ça fonctionne. Eh bien, ça a fonctionné. Puis d'ailleurs, à la fin de l'audience, ce qui était le plus amusant, c'est que la, la, il y a l'avocat à l'enfant qui m'a rendu un super beau témoignage. S'il savait, celui-là, à quel point il m'a fait plaisir, il dit, écoutez, monsieur le juge, 5 minutes après le début de l'audience, j'avais oublié que je n'étais pas dans une salle d'audience. Donc, c'est pour dire que Il se sentait tout à fait à l'aise chez lui à faire un procès où il représentait un enfant, l'enfant dont il était question de la garde. Et lui, il m'a rendu il m'a fait ce cadeau-là. Donc, mandat complexe à l'aube de la pandémie, défi relevé. Et s'il y a une raison pour laquelle on se tourne vers vous, Monsieur le juge, c'est parce que vous avez quand même comment dire, un passé ou du moins des faits d'armes en matière d'intérêt pour la technologie. Ce n'est pas Oui. la première fois que vous vous intéressez à des procès numériques, à des procès virtuels. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai une autre intervention à faire bientôt. Et puis, je vais vous donner le punch. C'est que j'ai ressorti la facture d'achat de mon premier ordinateur en 1983. Il coûtait à ce moment-là 1730 $. Et c'était à ce moment-là pour faire ma maîtrise, mon mémoire de maîtrise à l'université. Donc, pourquoi j'aime ça? En tout cas, j'ai toujours vu dans la technologie un outil pour améliorer mon efficacité et je suis persuadé que l'utilisation de la technologie améliore notre efficacité. Dans une autre vie, j'ai œuvré longtemps au sein d'une institution financière et puis Dieu sait que les institutions financières ont connu un virage technologique incroyable. Donc, il y a beaucoup de pans de notre société qui ont amélioré leur efficacité en utilisant la technologie. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent devant un écran, ne brassent pas du papier. Pourquoi nous, dans le monde de la justice, continuons-nous à brasser du papier et à faire, écoutez, des questions bêtes en matière juste de gestion de papier? Tu termines un procès dans un palais de justice X, il faut que tu reviennes chez toi, il faut que tu mettes les 2 caisses de documents dans le coffre de ta voiture. Tu es sur le banc et là, l'avocat te dit, c'est la pièce P49.
ou encore c'est le deuxième formulaire de calcul de pension alimentaire qu'on a fourni il y a 6 mois. Écoutez, ça nous prend 5 minutes de trouver le papier en question. Dans le dossier, il faut chercher. Le nombre de fois que le nom du demandeur ou du défendeur est tapé par quelqu'un, un humain là, qui ressaisit le nom. À chaque fois qu'il y a une intervention devant la cour, il y a quelqu'un qui va taper le numéro de dossier, le district judiciaire, le nom de la cour, le nom du demandeur, le nom du défendeur. Il va chercher le nom des avocats. Il va chercher leur cabinet. Il va chercher leur casier dans lequel on dépose leur papier. On imprime du papier, je ne me souviens plus, je pense que c'est, écoutez, je le dis de mémoire, là, j'avais demandé au ministère de la Justice combien de feuilles de papier 8,5 par 11 ils utilisaient il y a 2 ans, avant la pandémie. Et on parlait de mémoire, c'était 60 millions de feuilles de papier. Et là, je ne parle pas des bureaux d'avocats qui nous submergent de papier. Vous inondent, absolument, qui vous inondent. Inondés. Écoutez, on se retrouve avec des montagnes de papier. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je fais des recours collectifs, et la Cour supérieure fait des recours collectifs, et j'ai eu un jugement sortir d'une entente internationale qu'il fallait que j'homologue. Bien, pour un seul jugement, ça a pris 13 500 feuilles de papier. Le chariot sur lequel logeaient les 13 500 feuilles, les roues étaient quasiment croches. Aïe, 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 aïe. Et entre vous et moi, là, on photocopiait une entente internationale qui faisait 300 pages avec un nombre inouï d'avocats de parties qui voulaient avoir copie du jugement. Qu'est-ce que ce serait si c'était en mode numérique? Qu'est-ce qu'on sauverait comme temps, comme coût de papier, comme juste de gestion? Imaginez juste gérer un chariot qui contient 13 500 feuilles de papier. Versus gérer un courriel avec un PDF à 5 ou 6 destinataires. Enter, envoyer. Oui, bien écoutez, tantôt on parlait de brasser du papier, on parlait du moins du pas de géant que la justice a fait dans les derniers mois, mais si on revient là, à quel moment est-ce que historiquement on a commencé à réfléchir au virage numérique au Québec, au Canada, et pourquoi est-ce que ça n'a pas débloqué? Je n'étais pas là au tout début. Il y a eu malheureusement des projets qui ont mal viré, même au Québec. Il y a eu des argents, il y a eu des millions de dollars qui ont été dépensés. Le mot, ce n'est pas investi, c'est dépensé à essayer de mettre en place un système technologique. Là, aujourd'hui, et celui auquel je fais référence, ça remonte à peu près à il y a 10 ans. Aujourd'hui, avec la technologie qui a changé, et là, ce qu'on constate dans le monde entier, les systèmes de justice sont en train de se mettre à l'heure du jour et à faire disparaître le papier des salles d'audience. Si on le fait, ce n'est pas pour les juges, ce n'est pas pour faire plaisir aux juges, c'est pour les justiciables. C'est une question d'accès à la justice parce que le client qui doit payer des milliers de pages de photocopies, avoir des gens qui vont brasser du papier, qui vont imprimer de la jurisprudence, qui vont souligner en jaune la jurisprudence, c'est pas rentable. C'est pas rentable pour le citoyen. C'est pas efficace. Donc, notre système, ça fait longtemps que les gens veulent le faire, mais je pense que cette fois-ci, on y est. Puis je vous dirais que autant la salle d'audience virtuelle dont je parlais tout à l'heure est née de la pandémie. Malheureusement, il a fallu un événement comme la pandémie pour nous catapulter dans le futur. Autant l'arrêt Jordan. Rappelez-vous l'arrêt Jordan. Juillet 2016, la Cour suprême dit en matière criminelle, dorénavant, un accusé doit être jugé dans les 30 mois, puis bon, 36 mois, là, bon. Et donc, là, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient accusés depuis 3, 4, 5 ans, qui n'avaient pas subi leur procès, et même des procès
graves et qui ont été relâchés parce que leur procès n'avait pas eu lieu dans un délai précis fixé par la Cour suprême. Et là, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup d'arrêts de procédure, faisant en sorte que là, à l'échelle canadienne, les provinces qui sont responsables de l'administration de la justice ont eu un électrochoc parce que les citoyens disaient « Hey, hey, celui-là qui est accusé de meurtre et qui se retrouve sans procès et qui n'en subira jamais, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et là, c'est à ce moment-là que les gouvernements se sont mis de la partie en disant « Oups, on a un problème. » Et le gouvernement du Québec, en mars 2018, a voté un budget à l'Assemblée nationale, a voté le budget annuel, dans lequel on retrouvait une somme de 500 millions de dollars pour rénover notre système de justice. Dans le 500 millions, il y a tout l'aspect technologique pour améliorer nos façons de faire parce que c'est encore très archaïque. On est encore à faire des rapports à la mitaine. Écoutez, la technologie n'est pas entrée tout à fait encore dans les tribunaux. Juste la gestion d'un dossier judiciaire, c'est fou là, comment ça prend du papier pour gérer un dossier judiciaire. Là. Comment, pas les procédures des parties, là, mais comment nous, à l'intérieur de la Cour, on gère un dossier, toutes les procédures, c'est très lourd. C'est très, très lourd. Et tantôt, vous disiez, la pandémie nous a catapultés dans le futur. On peut se poser la question à savoir, est-ce qu'on n'est pas au contraire arrivé dans le présent d'une manière ou d'une autre? Vu l'évolution de la société, l'évolution des technologies dans les autres secteurs, je me place dans les souliers du justiciable et je vous pose la question, monsieur le juge, pratico-pratique, là. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans les palais de justice? Comment est-ce qu'on a accès à un juge dorénavant? Au cours des 3 derniers jours, j'étais au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. J'en arrive là. Et à part 4 personnes que j'ai vues dans la salle d'audience, tous les gens étaient chez eux ou dans les bureaux d'avocats. Je serais curieux qu'un économiste se mette à calculer les économies qui sont faites depuis le début de la pandémie où ça a fait en sorte que les témoins que l'on entend, on les entend à distance avec des appareils que, à toute fin pratique, tout le monde a, même un téléphone cellulaire, un ordinateur, une tablette, là. Mais un téléphone cellulaire, on peut participer à un procès, à son propre procès avec un téléphone cellulaire. Écoutez, j'ai entendu il y a quelques jours un juge me dire qu'il a fait un divorce, mais un divorce de consentement. Là. Un divorce de consentement, c'est monsieur et madame sont d'accord, produisent une entente, mais il faut les entendre. Nous, il faut les entendre pour s'assurer qu'ils ont consenti volontairement, que les motifs de divorce sont les bons, etc. Ben, c'est quelqu'un qui travaille dans la construction. Il était sur une toiture et à partir de la toiture d'où il était, ça a duré 5-10 minutes, mais il a participé à son divorce. Donc ça veut dire une économie de temps, de ressources, de déplacement. Donc cette personne-là, cet individu-là n'a pas pris de congé. Les avocats n'ont plus besoin d'aller au palais de justice. Ils n'ont plus besoin d'attendre. Pendant ce temps-là, ils peuvent travailler dans leur dossier. Donc, toutes les attentes qu'il y a au palais de justice, les pertes de temps maintenant, on ne connaît plus ça. Pendant ce temps-là, les gens peuvent rentabiliser leur temps. Les déplacements, j'ai fait un procès il n'y a pas si longtemps d'un militaire de la base de Valcartier et dont le père était à Montréal. Ben, le père a participé à l'audience sur un point précis et a témoigné pendant 10 minutes avec son téléphone cellulaire. N'eût été de ça, qu'est-ce qui se serait passé? Il serait parti la veille,
de Montréal. Il serait descendu probablement chez son fils, il aurait couché là, petit déjeuner. Le fils et papa seraient allés au palais de justice pour le dossier de garde d'enfants. Imaginez tout le temps perdu, puis après ça, le papa serait retourné à Montréal. Donc, imaginez tout le temps qu'on économise. Ce n'est pas tant le temps de la cour, parce que nous, c'est à peu près le même temps. Pour le juge, c'est à peu près le même temps. Mais il faut penser à tous les autres. C'est une question d'accès à la justice, c'est une question de coût. Écoutez, c'est une question de coût. On a même un jugement de la Cour suprême qui dit quel Canadien a encore les moyens de se payer un procès à cause des délais et des coûts. Donc, on travaille là-dessus pour améliorer notre efficacité et de rendre le juge, la cour, le tribunal plus accessible. Et ça, c'est super intéressant et c'est fascinant, en fait, de voir ou du moins d'évaluer comment est-ce que cette économie-là et cette efficacité-là va se traduire en une meilleure accessibilité à la justice. Et c'est une expression qu'on a utilisée à toutes les sauces dans les dernières années. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le futur nous réserve à cet égard-là. Oui, et je vous dirais que je serais curieux de savoir combien notre société va économiser de façon générale en investissant. Le 500 millions, dans le fond, c'est un 200 millions sur l'aspect technologique. Comment, avec un investissement de 200 millions, on va sauver d'argent? Moi, là, je suis persuadé qu'on va sauver de l'argent. Puis là, les avocats vont peut-être se poser la question, ouais, mais là, je ne peux plus charger le temps de transport à la cour, je ne peux plus charger mon temps d'attente, donc je peux faire toutes sortes d'autres choses. Donc, il peut y avoir une question qui se pose chez les avocats, mais aux avocats, là, puisqu'on est dans une activité du barreau de Montréal, la meilleure réponse que j'ai, c'est de dire, il y a tellement de gens qui ont abandonné leurs droits ou qui ont choisi de se représenter seuls et qui perdent des droits parce qu'ils ne sont pas bien représentés, parce qu'ils se représentent eux-mêmes et qu'ils n'ont pas la formation professionnelle d'un avocat qui connaît la loi, qui connaît la procédure, qui a le savoir-faire. Donc, je fais le pari, là, maintenant, qu'on va avoir des citoyens qui, lorsqu'ils seront convaincus que le système de justice est redevenu efficace, ils vont retourner voir des avocats en disant c'est moins long et c'est moins coûteux. Moins coûteux. Ouais. Donc, plus de boulot, ou du moins, le boulot des avocats ne sera pas amputé comme certains ou certaines pourraient avoir peur. Exactement. Mais je me fais l'avocat du diable parce que j'entends la question, par exemple, au niveau du décorum. Tantôt, vous avez évoqué l'individu sur le chantier qui participe à son procès de divorce conjoint ou du moins à son audience pour son divorce conjoint. Est-ce que le virage numérique a une incidence sur le décorum selon vous? Oui, oui, définitivement. Il faut être sensible à ça, à cette nouvelle dimension de la course, de la salle d'audience. La salle d'audience, c'était autrefois la salle dans laquelle nous siégions et le juge était roi et maître. Hein? Il y avait à côté de lui le huissier audiencier, s'il y avait quelqu'un qui osait lever le ton, Monsieur, rassoyez-vous ou Monsieur, taisez-vous. On a la greffière qui prend des notes de tout ce qui se passe. Donc, ça, c'était, si on veut, notre univers d'avant-pandémie. L'univers avec la salle d'audience virtuelle est différent parce que c'est la salle d'audience virtuelle, la salle d'audience qui est éclatée. Jusqu'ici, de façon générale, on n'a pas connu de sérieux problèmes de décorum. On est quand même capable de le rappeler. Ben, une des faces, écoutez, il y a toutes sortes de trucs, si on veut. Bon, il y a l'arrière-plan, celui là, où on installe les logos de la Cour supérieure autour de notre tête. Donc, les gens savent que c'est lui le juge. Après ça, on porte la toge rouge. Les gens le voient également. Donc,
on est quand même en mesure, puis bien souvent, on a aussi la caméra de la salle d'audience. Donc, on a un autre écran dans le grand écran là, que vous avez où on voit la salle d'audience. Donc, avec ça, les gens comprennent qu'ils ne sont pas dans une réunion de famille Teams. Mais on a encore un petit peu de défis. Il a fallu faire changer le code de procédure civile, par exemple. L'article 14 qui dit dorénavant qu'il est interdit, autrefois on disait il est interdit de photographier et d'enregistrer dans une salle d'audience. Bien là, il est interdit de faire des captures d'écran, il est interdit de rediffuser l'audience virtuelle, il est interdit de l'enregistrer, etc. Donc, on est en train de s'adapter, les juges sont en train de s'adapter, on est en train de trouver aussi des trucs pour... on se partage des trucs entre nous sur la façon de gérer la nouvelle réalité de la salle d'audience virtuelle. Et j'ose croire qu'il y a aussi un changement de mentalité, autant de la part des avocats, des justiciables, mais des membres de la magistrature aussi. Puis je pense que si on met tous le sérieux qu'on mettait lorsqu'on allait devant le tribunal, bien, on met le même sérieux à aller devant le tribunal en salle d'audience virtuelle, bien, essentiellement, ça reviendrait à l'avocat de l'enfant que vous avez nommé tantôt qui vous a dit, bien, c'est comme avant. C'est comme avant à ce moment-là. Je vous pose une question pratico-pratique. Imaginons que je suis votre témoin, monsieur le juge, et là, vous doutez, ou du moins, on veut s'assurer que je suis seul dans mon bureau chez moi. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Je l'ai fait cet après-midi. C'est drôle parce que je me suis retrouvé dans cette situation-là où je demande à la dame, êtes-vous seul? Parce que je voyais ses yeux qui s'en allaient à côté. Et j'ai dit, vous êtes sur votre téléphone cellulaire? Madame, je vous demande, tournez votre téléphone cellulaire. Je veux voir la pièce dans laquelle vous vous retrouvez. Puis il y avait quelqu'un. Or, on demande dans nos instructions que la personne qui témoigne soit seule dans une pièce. Pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça, mais on dirait que les gens sont un peu curieux de voir comment ça va se passer, puis les autres restent à côté pour voir comment ça va se passer. Ce n'est pas permis parce qu'un témoin n'a pas le droit d'assistance dans une salle d'audience où quelqu'un lui donne un petit coup de pied en disant c'est oui ou c'est non, ou il fait un signe de tête. Donc, c'est la même chose. Donc, on doit inventer la nouvelle façon de gérer la salle d'audience à distance. Tout à fait. Écoutez, je vois le temps qui file et je savais, en fait, on savait tous les deux qu'on manquerait de temps là, pour aborder l'ensemble des questions qu'on voulait aborder, mais j'aimerais ça vous entendre et j'imagine que nos auditeurs veulent vous entendre sur votre voyage en Angleterre. Qu'est-ce que vous avez vu? Et à ça, je vais poser la question, pourquoi devons-nous transformer notre système de justice et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre du système de justice de demain? Les Anglais sont probablement les plus avancés au monde avec une justice, des audiences virtuelles et un dossier numérique. Donc, le dossier numérique, c'est le dossier pas de papier, puis l'audience virtuelle, c'est avec les caméras, un peu comme ce qu'on fait actuellement. Donc, eux sont très avancés. Les avocats déposent leur procédure à distance. Ils n'ont plus besoin d'aller au palais de justice. Les procédures sont éclatées, c'est-à-dire que les informations de la procédure habituelle sont saisies dans des champs différents. Et donc, le dossier est dématérialisé. Vous arrivez au greffe du palais de justice de Montréal ou de Québec, c'est des salles à n'en plus finir avec des dossiers. C'est à perte de vue, les dossiers. Tu arrives au palais de justice en Angleterre, j'étais allé en voir un d'ailleurs, pas loin de l'aéroport de Heathrow, et la salle où étaient les papiers, là, les dossiers, elle est vide. Tu entres dans la salle d'audience, et là, il faut que je vous raconte l'anecdote, c'est très drôle. La juge Duncan, c'est un tribunal en matière criminelle, que j'étais allé visiter. On m'avait organisé cette visite-là. Et la juge, elle me dit, ben, écoutez, vous allez monter avec moi sur le banc. Ce qu'on ne ferait pas au Québec, en tout cas, je ne pense pas. Et donc, la juge drapée de mauve avec sa perruque. Wow. Imaginez, là, on est en Angleterre. La tradition,
Mur à La mur. tradition, les avocats portent la perruque. Plus le juge a de l'autorité, plus la perruque est longue. Et donc, la juge Duncan a sa perruque. Elle dit, vous montez avec moi sur le banc. Et je suis assis à côté d'elle sur le banc. Elle préside des procès en matière criminelle. Et les avocats qui entrent dans la salle, zéro papier. Il n'y a pas de papier. La salle est immense. Zéro papier. Ils entrent avec leur ordinateur sous le bras, leur perruque, leur toge et l'ordinateur sous le bras. Écoutez, tradition et innovation, Anachronique. c'était, il fallait vivre l'expérience pour constater à quel point on est capable de changer tout en demeurant nous-mêmes avec des nouveaux outils très performants. L'avocat, là, il s'installe au prétoire, là, il y a des espèces de petits lutrins, il rouvre son ordinateur, il accède tout le dossier, sa plaidoirie, elle est dans l'affaire, toutes les pièces sont là, il veut les annoter, il les annote et il est branché sur le Wi-Fi du palais de justice, mais dans une zone sécurisée, c'est-à-dire il voit toutes les pièces du dossier et c'est un peu comme s'il plaçait une acétate sur les pièces, puis il les encerclait, mais il y a juste lui qui voit ça. Et donc, il travaille son dossier en toute confidentialité, comme le juge le fait également, avec les mêmes pièces, mais on ne voit pas les annotations des uns et des autres. Et puis après ça, chacun plaide son truc. Et puis, jugement, écoutez, c'est spectaculaire. Et d'ailleurs, la juge Duncan, juste pour vous dire, la juge Duncan me dit, écoutez, M. Sanson, avec ce système-là, je sauve 2 heures de travail par jour. Écoutez, elle m'a dit par jour, puis là, j'avais per week, là, par semaine. J'ai dit, par jour? Oui, oui, par jour. Donc, au lieu de rester jusqu'à 8 heures le soir à signer des procès-verbales, des ordonnances, avec sa souris, clic, il apparaît à son écran, le greffier en avant les faits, avec sa souris, elle a entré son mot de passe dans son ordinateur, elle peut apposer sa signature numérique et c'est reparti. Il n'y a aucune, même la manipulation du papier ou des envois se font automatiquement. La signature est apposée, fou, c'est parti. Et comment est-ce qu'on se sent quand on revient au Québec après avoir vu ça? On a hâte. On est jaloux de voir leur efficacité et à quel point ils s'y sont pris d'avance et de la bonne façon. Ben, de la bonne façon. Ils ont commis des erreurs qu'il ne faut pas recommettre chez nous lorsqu'on va mettre en place parce qu'on a un budget qui est loin d'être celui du Royaume-Uni. Mais il n'en demeure pas moins que si on est capable de réussir, oh mon Dieu, la moitié de ce qu'ils ont, on serait déjà pas mal plus efficace et ce serait le citoyen du Québec qui y gagnerait. Monsieur le juge Sanson, c'est fascinant cette discussion. On pourrait vous écouter pendant des heures, mais on m'informe qu'il y a des questions fort pertinentes dans la boîte de questions et réponses et j'aimerais ça donner la parole ou du moins lire les questions du public. Alors, je vais aller de ce pas à commencer. La première question, Kim Shepard nous dit quel logiciel, monsieur le juge, utilise-t-il pour dicter ses décisions et est-ce que ça tape automatiquement? Donc, une question pratico-pratique. Oui, c'est le logiciel Dragon, DRA, Dragon. Mais remarquez, je ne suis pas payé pour faire de la publicité pour Dragon. C'est ce que le ministère de la Justice met à notre disposition. Et écoutez, même les courriels, je les dicte. Et puis en plus, un logiciel de reconnaissance vocale, là, on apprivoise ça comme un petit chien. C'est-à-dire, quand il fait une faute, là, on lui dit non, c'est pas comme ça. Et donc, à toutes les fois, par exemple, nous, quand on écrit, par exemple, dans un jugement, le tribunal, toujours avec un T majuscule. Bon, ben, moi, la première fois qu'il m'a tapé le tribunal, c'est avec un petit T. J'ai surligné en jaune, ben, c'est-à-dire avec ma souris, j'ai pris le tribunal, j'ai retapé tribunal. Là, après ça, il me demande, voulez-vous que je le retienne comme ça? Oui, puis dorénavant, il me tape le tribunal. Donc, c'est
très efficace. Moi, quand j'ai été nommé juge il y a une dizaine d'années, on m'avait installé Dragon. Au bout de 2 semaines, j'étais complètement découragé. J'avais mis ça de côté. Mais depuis quelques années, cet outil-là, puis j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres sur le marché, fait en sorte que, écoutez, j'ai changé la vie de plusieurs collègues de la Cour quand je leur ai dit d'adopter Dragon. C'est-à-dire le logiciel choisi par le ministère pour faire la reconnaissance vocale. Alors, c'est dit, réponse donnée en temps réel. Maître Alexandre Forêt, estimé collègue, monsieur le juge qui vous dit, avez-vous peur d'un effet potentiellement pervers de la, entre guillemets, virtualisation des audiences quant à l'accessibilité de la justice pour les justiciables qui ne sont pas représentés, qui pourraient voir là une complexité supplémentaire par rapport à la simplicité de se présenter en personne en salle de cours? Les palais de justice vont demeurer ouverts au lendemain de la pandémie. On va les réouvrir. Aujourd'hui, on ne donne pas l'accès aux palais de justice pour des raisons sanitaires, mais oui, c'est une préoccupation, l'accès à la justice pour les personnes qui sont des analphabètes technologiques. Donc, l'apprivoisement de la bête se fait actuellement. Écoutez, là, les grands-parents qui parlent à leurs petits-enfants, les gens qui font des cocktails en virtuel, là, les gens actuellement apprennent sur le tas à faire des audiences, des activités virtuelles. Oui. Donc, on est dans la même mouvance, mais je reconnais qu'il y a des gens, puis je me suis retrouvé une fois là, en matière de santé mentale, j'avais un dossier de santé mentale, et la personne, il a fallu même parce que j'étais dans la salle d'audience, il a fallu que je m'approche comme je m'approche là avec mes bandes rouges pour parler à la personne en disant, écoutez, c'est pour votre bien que je fais ça, monsieur. De façon parce que là, on sentait que le virtuel avait des limites. On en est conscient. Les palais de justice vont demeurer là. Il faudra voir de quelle manière on améliore notre efficacité. Et si je peux me permettre également, je comprends qu'il y a aussi une composante qui nous dépasse en ce que la connectivité ou la connexion à Internet haute vitesse et l'accessibilité à des outils informatiques aussi, bien ça dépasse aussi le cadre de portée du ministère de la Justice. Et là, c'est... Ouais. 92 des Québécois, me dit-on, ont accès à l'Internet. Donc, c'est peut-être, puis en plus, s'en vient la 5G qui ferait en sorte que là, la communication serait totalement transparente. Donc, ce n'est que pour le mieux. Là. Je pense qu'on va réussir à s'améliorer. Puis jusqu'ici, nous, écoutez, on se retrouve avec des témoins là où ils sont sur l'écran, ça gèle une fois sur deux, là, puis on les voit parler, c'est saccadé. Mais bon, on s'organise. Une autre question ici. Bonjour, Monsieur le juge. Considérant qu'un comité provincial a été créé pour procéder au virage technologique, et ce, dès le début de la pandémie, est-ce une volonté commune des différents tribunaux d'uniformiser les pratiques d'audience et de gestion documentaire lors des audiences virtuelles, c'est-à-dire que des directives communes sans égard aux différents districts soient éventuellement adoptées? Oui. Bon. On a passé on a fait les choses à l'envers. On a fait la salle virtuelle avant de dématérialiser le dossier judiciaire. Il aurait été préférable, comme les Anglais l'ont fait, de dématérialiser le dossier judiciaire, donc de faire disparaître le papier tout en restant en salle d'audience pour qu'après ça, on mette en place la salle virtuelle. Donc, l'audience numérique, la salle virtuelle. Là, on a fait le contraire à cause de la pandémie. D'ici 2023, le projet de transformation du système de justice devrait nous permettre de faire le dépôt des procédures en mode numérique. Les juges, les greffiers, les avocats, tout serait en mode numérique. Et donc, d'ici 2023, il y aura une seule façon de faire. Je ne vous dis pas que toutes les règles de chacune des cours vont être totalement pareilles, mais le dépôt des procédures se fera à travers un outil technologique qui sera le même pour les 3 tribunaux judiciaires
Cour du Québec, Cour supérieure et Cour d'appel. Donc, une plateforme. Une plateforme. Intéressant. Je pense qu'on a effleuré la prochaine question. Il y aurait beaucoup moins de papier en circulation si le greffe était entièrement numérique, effectivement. Est-ce pour bientôt? 2023, ce serait les premiers dépôts en mode numérique, mais le projet, normalement, se termine en 2025. Qui prennent une année de plus. Écoutez, le système que l'on a actuellement, qui est programmé en COBOL ou quelque chose comme ça, remonte aux années 70. Donc, ça fait 50 ans qu'il n'y a rien qui a changé. Donc, qu'on se hâte lentement et qu'on fasse bien les choses. Il faut s'assurer que le système ne tombe pas, qu'on ne mette pas en place un système qui tombe en panne la semaine suivante. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer de la stabilité, de la robustesse des équipements qu'on va mettre en place, des outils technologiques qu'on va mettre en place. Donc, on parle de 2023 jusqu'à 2025. Puis je ne serais pas surpris que ça... Mais en 2023, normalement, on devrait avoir le greffe numérique. D'accord, très bien. Une prochaine question qui nous vient, je crois, d'une praticienne, et c'est quelque chose que je vis également. Avec les caméras en salle d'audience, il est impossible pour les plaideurs de voir le juge et ses réactions, des fois en raison du nombre de plexiglas, là, et là, ça c'est moi qui parle, ce n'est pas la question. S'il est en train de lire ou pas, donc on ne sait pas quand intervenir. Est-ce que des solutions sont envisagées, nous demande Michel Frenière. Réponse, dans la transformation du système de justice, il devrait y avoir des caméras plus performantes que ce que l'on a actuellement. Pour le moment, je sais que moi, j'ai recommandé à plusieurs de mes collègues d'apporter tout simplement leur ordinateur en salle d'audience pour non seulement avoir la vue de la salle d'audience où on voit quelque part dans la salle quelqu'un qui porte une toge en rouge, mais de voir la personne comme vous me voyez actuellement. Moi, je transporte mon ordinateur en salle d'audience pour qu'on me voie parce que quand je veux parler au témoin, je veux lui parler directement dans les yeux. Alors, réponse donnée. Une prochaine question. Quelles sont les discussions relatives au caractère public des procès, Monsieur le juge? Ça a été un gros défi au cours du printemps 2020. Quand le décret de pandémie a été signé, l'obligation de rendre publics les débats judiciaires a été suspendue par la loi sur la santé et services sociaux. C'était dans le décret de pandémie parce que, en mettant en place une salle d'audience virtuelle, on était vraiment avec de la médecine de guerre. Je parle des premières semaines. Donc, on a fait des audiences qui n'étaient pas publiques. C'est-à-dire, oui, publiques, parce que si, par exemple, les journalistes demandaient au juge, j'ai entendu dire que la semaine prochaine, vous allez entendre telle cause, on transmettait, par exemple, aux journalistes le lien Internet. Rappelez-vous qu'il y a eu des procès criminels qui se sont faits avec des journalistes qui ont assisté à distance et qui ont dit, mais c'est extraordinaire, on a assisté à partir de notre bureau de presse au procès. Bon. Donc, au début de la pandémie, il n'y avait pas d'accessibilité puis en plus, on n'avait pas cette obligation-là parce que là, on n'aurait pas été capable. Là, il fallait y aller par priorité. D'abord, rendre justice à des gens qui avaient besoin qu'un jugement soit rendu, qu'une ordonnance soit rendue. Mais par la suite, au printemps, vers le mois de début juin, on a rendu disponible l'accès aux salles d'audience. Donc, à travers l'outil qui s'appelle rôle.tribunaux.qc.ca, qui est en place depuis 5 ou 6 ans, maintenant, les gens pouvaient quasiment magasiner leurs audiences. Donc, ils allaient là-dessus et ils disaient, ah, ça, je suis intéressé. Là, ils n'avaient entendu parler d'un journal. Puis ils disaient, ah, ça se passe en Abitibi. Parfait. Ils cliquaient dessus, puis ils envoyaient une demande pour avoir l'hyperlien et le ministère de la Justice transmettait l'hyperlien. Donc, il y avait une tâche que la personne devait faire comme elle faisait pour se rendre au palais de justice pour assister à une audience. Donc, tu poses un geste pour aller au palais de justice. Bien, là, en virtuel, c'est pas mal moins compliqué.
Tu vas sur la liste, quasiment la liste d'achat, et tu choisis la cause que tu veux entendre et tu demandes l'hyperlien et on te retourne l'hyperlien. Génial. Une dernière question, monsieur, juste parce que je vois le temps qui file et je ne veux pas trop vous retenir. Je sais que vous êtes un homme occupé. Est-ce que la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information a été un outil aidant dans cette aventure de la transformation numérique? Je sais, et là c'est moi qui parle, que c'est une loi qui cause certains soucis pour les praticiens en termes de compréhension des fois. Deux choses. Lors de la pandémie, elle nous a été utile parce que si vous avez reçu des jugements, il y a certains juges qui, comme moi, signent leur jugement de façon numérique maintenant. Donc, on a un greffe numérique où on dépose aussi nos jugements. Remarquez que ce n'est pas ce qu'on veut avoir à terme dans le cadre de la transformation du système de justice, mais ça a été mis en place dans le cadre de la pandémie pour faire fonctionner le système parce que de chez soi, l'original d'un jugement, je ne peux pas vous envoyer signer, vous le photocopier, ça perd un peu de son caractère officiel. Donc, on nous a, dans nos systèmes, installé des signatures numériques. Donc, première question, on s'est servi de cette loi-là pour signer avec la signature numérique mise en place par le ministère de la Justice. Puis, deuxièmement, bien, dans le cadre de la transformation, là, on va renverser la vapeur. Pensez-y 2 secondes. Les documents avec la loi, dans le fond, c'est l'authenticité des documents numériques. Hein? Cette loi-là dit voici comment est officiel et valable un document signé ou un document numérique. Quand on va déposer ça dans le système judiciaire, ça va être parfait parce que là, nous, comme juges, on va pouvoir avoir toutes les métadonnées qui attestent de la validité du document. Mais autant on n'aura plus, on va avoir ça et ça va être un avantage, autant maintenant tous les actes signés devant notaire, les certificats de naissance, bien là, ce ne sera plus des originaux. Parce qu'aujourd'hui, tu déposes l'original du certificat de mariage pour avoir un divorce. Là, si tu le photocopies et que tu le places en numérique, donc il va falloir trouver de nouvelles solutions. Il va falloir penser out of the box. Écoutez, la route sera pleine ou du moins pavée de créativité, je l'espère. Monsieur le juge Sanson, je vais vous laisser le mot de la fin avant de conclure. Si vous voulez passer un message, si vous voulez souhaiter quelque chose au système de justice, je vous laisse la parole. Oui, bien, écoutez, ça va être bref. Moi, je vois un système de justice qui va être beaucoup plus accessible grâce à la technologie qui est aujourd'hui disponible et qui sera disponible encore plus demain. Et cette accessibilité à la justice va profiter à tous les justiciables. Puis là, je pense qu'il faudra tous ensemble faire preuve de patience, d'apprivoisement de la nouvelle bête. Mais au final, je suis persuadé qu'on va en sortir plus grand et avec un meilleur système de justice. Merci, Monsieur le juge, pour votre temps et votre grande sagesse. Cet entretien a été fort agréable et à lire les commentaires qui rentrent, qui ne sont pas des questions, là, les gens ont vraiment apprécié. Alors, je vous transmets là, nos chaleureux remerciements. J'en profite également pour remercier nos auditeurs et nos auditrices pour leur écoute et leurs questions fort pertinentes. Et en bon animateur du salon, je me dois de vous laisser en vous parlant un peu de la suite de la programmation et des activités gratuites qui sont prévues là, pour les prochains mois, notamment 18 mars, consultation juridique gratuite. Rendez-vous au www.salonvisedroit.com et c'est votre chance là, de poser une question et d'avoir une réponse d'un avocat ou d'une avocate gratuitement et virtuellement en plus. Clin d'œil à M. le juge Sanson ici. Il y a 2 autres entrevues que je vais avoir le plaisir d'animer, une avec Mme Isabelle Richer sur les liens entre les médias et le système de justice et l'autre avec Maître Martin Chalifour du DPCP. Il y a d'autres conférences qui viennent, d'autres jeux questionnaires sur divers sujets
et notamment une première cette année entre le 15 mars et le 31 mars. On a des entretiens avec des intervenants de la Ville de Montréal afin de présenter les programmes là, de la Cour municipale, les programmes sociaux de la Cour municipale. Alors, je vous invite à vous rendre au www.salonvisédroit.com pour connaître toute notre programmation ou notre page Facebook Salon Visé Droit. Mon nom est Joey Hanna. Monsieur le juge Sanson, je vous dis merci encore une fois. Bonne soirée tout le monde.